Bonsoir à tous. Bonsoir Bertrand Badi. Bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris et spécialiste en relations internationales. Merci de répondre à nos questions sur One to One. Enfin, un cessez-le-feu à Gaza. On ne sait pas si c'est le bon, si c'est un vrai cessez-le-feu à Gaza à l'initiative des États-Unis. Énième résolution cette fois, mais est-ce vraiment la paix, Bertrand Badi? Alors d'abord, le cessez-le-feu, c'est pas la paix. J'aurais même tendance à vous dire que, hélas, souvent le cessez-le-feu, c'est le contraire de la paix. Pourquoi ? Parce qu'un cessez-le-feu dans l'histoire a souvent été l'occasion de rebondir vers une nouvelle séquence de guerre. Il n'y a de paix que dans la coexistence, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre. Et moi, ce qui m'effraie dans les accords de Sharm el-Sheikh, c'est que rien véritablement n'a été prévu de solide pour aménager cette coexistence future. Donc, nous sommes dans la trêve, le cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'on arrête de bombarder, ce qui pour la population gazaoui est déjà un avantage considérable, mais nous ne sommes pas du tout dans la certitude que ces combats ne reprendront pas, et d'ailleurs, le cessez-le-feu a fait à peu près 200 morts depuis qu'il a été décidé, et on voit bien toutes les failles qui peuvent conduire à recommencer cette effroyable tragédie. C'est donc un cessez-le-feu et non la paix, comme vous venez de le dire. Encore l'emploi du conditionnel dans cette résolution. Et pour la première fois, on parle d'un État palestinien à l'initiative des États-Unis. Ça ne va pas déplaire au Premier ministre israélien. Alors, effectivement, cette résolution du 17 novembre 2025 du Conseil de sécurité est en même temps un tournant, et un tournant qu'il faut regarder avec prudence. C'est quand même un tournant, parce que c'est la première fois qu'une résolution du Conseil de sécurité, et qui plus est, résolution préparée par les États-Unis, parle d'État palestinien. Ça nous amène à réfléchir. Dans cette guerre incroyablement meurtrière qu'a été la guerre de Gaza, dans cette guerre destructrice, dans cette guerre qui a conduit au martyre officiellement 69 000 Gazaouis, mais certainement le double, voire le triple, avec des dizaines de milliers de femmes et d'enfants qui ont péri, finalement, le résultat, c'est que 10 États du monde ont reconnu l'État palestinien et que finalement le Conseil de sécurité a décidé d'intégrer le mot État palestinien dans sa résolution. C'est le faible qui a gagné. Mais cette victoire est une victoire fragile parce que, comme vous l'avez justement dit, il est question d'un État palestinien au conditionnel qui pourrait amener, donc il y a là déjà une certaine fragilité, et puis surtout, rien ne nous dit selon quelle méthode on pourrait arriver à ce résultat. Et est-ce que vous pensez que cette résolution, que ce cessez-le-feu est imposé au Premier ministre israélien? Et est-ce que vous pensez également, Bertrand Badi, que la paix est possible avec Benyamin Netanyahou? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. Imposé d'un certain point de vue, oui. Vous savez qu'il y a un seul acteur au monde qui pouvait imposer, non pas la paix, on n'en est pas là, mais le cessez-le-feu, c'est les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont le pourvoyeur en armes d'Israël. Et donc, les États-Unis sont le seul pays au monde à pouvoir exercer une vraie pression, un chantage sur Israël. Si vous continuez, nous, on arrête de vous donner des armes, et donc, il faudra bien que vous arrêtiez à votre tour. Pourquoi le président des États-Unis a fait ça ? Par philanthropie? Non. Par esprit de paix? Non. Par amour du peuple palestinien? Non. Tout simplement parce qu'on a assisté à ce qui est peut-être l'événement majeur, un retournement de l'opinion publique mondiale. Pensez que maintenant, vous avez une majorité non pas seulement d'États-Uniens, mais d'électeurs républicains, les électeurs de M. Trump, qui considèrent que le comportement d'Israël n'est pas admissible, n'est pas acceptable et ne peut plus être supporté. Donc cette paix,
voyez, ce cessez-le-feu est en partie imposé. Est-ce qu'il peut se transformer en paix? Là, c'est très compliqué parce que il ne suffit pas de faire un chantage à la livraison d'armes. Passer à la paix, c'est passer à la coexistence. Passer à la coexistence, c'est accepter la création d'un État palestinien. Et je crains que l'on s'installe dans l'intermédiaire, c'est-à-dire, bon, on arrête les combats, mais on ne reconnaît pas l'État palestinien. Est-ce que les États-Unis ont assez de capacité de pression sur M. Netanyahou pour imposer cette paix, alors que Netanyahou ne veut pas de cette paix, puisqu'il a dit très clairement qu'il n'est pas question de créer un État palestinien, là, on sera moins optimiste. Et cela m'amène à ma prochaine question. Est-ce que vous considérez que cet arrêt des hostilités sera le même comme le précédent, ou est-ce qu'il y aura toujours un permis de tuer pour Israël comme c'était le permis de tuer pour James Bond? Est-ce qu'Israël est autorisé, selon vous, à violer encore ce cessez-le-feu comme il l'a fait avec les précédents? Alors, comme il l'a fait avec les précédents, comme il le fait avec celui-ci, puisqu'il y a eu quand même plusieurs violations caractéristiques du cessez-le-feu, et derrière ça, il y a une hypothèse que je ne ferai pas mienne, mais qu'il faut considérer. Est-ce que c'est uniquement par pression des États-Unis qu'Israël a cessé les combats, ou est-ce par une volonté tactique de prendre un temps de répit pour mieux rebondir ensuite, sachant que derrière cela, il y a des paramètres dont on ne parle pas assez. L'épuisement de l'économie israélienne. Ça fait 2 ans qu'Israël est en guerre, ça lui coûte très cher. La peur aussi de la mort. Mais l'arrêt de la guerre, c'est aussi le départ probable de Benjamin Netanyahou. Donc c'est aussi dans son intérêt de poursuivre la guerre. C'est effectivement un autre paramètre qui peut conduire à considérer, bien sûr, que cette trêve, ce cessez-le-feu, sont des pauses, relèvent de la pause davantage que de la paix. Entre la pause et la paix, on voit qu'il y a une différence considérable. Bertrand Badi, la diplomatie selfie, ça vous dit quelque chose? C'est vous qui avez un peu inventé ce mot. Donald Trump, le président des États-Unis, se targue d'avoir fait la paix dans 8 régions du monde. Vous émettez des doutes? Oui, parce que si on regarde en détail chacun de ces accords présumés par Trump, on s'aperçoit que ça ne colle pas. Pêle-mêle, il est question de la paix entre le Cambodge et la Thaïlande, alors que les combats ont repris et que rien sur le fond n'a été résolu. Quand on parle de la paix dans le Caucase, le Nagorno-Karabakh a été repris par l'Azerbaïdjan. Il y a un traité de paix qui était en cours de négociation bien avant que n'intervienne M. Trump et dont on ne sait pas encore s'il sera totalement finalisé. Quand on regarde le Congo, on s'aperçoit que l'accord signé entre les 2 ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais n'a absolument rien donné, qu'il a fallu un second round de négociations à Doha avec des acteurs non étatiques, notamment la milice du M23, pour progresser dans cette affaire. Mais là, c'est le Qatar, c'est pas les États-Unis, et on pourrait continuer, le plus comique étant de donner l'exemple Israël-Iran. Monsieur Trump s'arrogeant la qualité d'avoir fait la paix entre ces 2 États, alors qu'il a mis un terme à cette attaque en y participant directement. Donc tout ça ne tient pas, tout ça c'est de l'affiche, c'est de l'affichage, c'est du spectacle pour se créer une réputation qui sert en même temps son ego, c'est un grand spécialiste de la chose, mais qui sert aussi le slogan qu'il a fait élire, Make America Great Again. Regardez comment les États-Unis règlent tous les problèmes du monde. On a vu ce qu'il en était à propos de l'Ukraine, on voit qu'on en est très loin en ce qui concerne Israël-Palestine, on le voit totalement absent dans l'affaire soudanaise, qui est un des grands drames que nous connaissons, et on pourrait ainsi continuer.
on est loin du prix Nobel de la paix, on est plus proche d'un prix Nobel de la guerre si jamais un jour il est institué. Et d'ailleurs, ça ne vous choque pas que le ministère de la Défense ait été transformé en ministère de la guerre. Est-ce que c'est une manière pour l'administration américaine de se préparer à la guerre, alors que théoriquement, le président américain devait être un faiseur de paix? Pourquoi le ministère de la guerre aujourd'hui? Oui, derrière ce changement d'appellation, il y a ce que vous dites, et je dirais, il y a aussi ce culte de la force. Vous savez que le président des États-Unis a employé une formule étrange, euh, enforcing peace, c'est-à-dire imposer la paix par la force. Et donc, sous-entendant éventuellement imposer la paix par la guerre. Hein. Et c'est la raison pour laquelle il faut étiqueter le ministère des Armées, ministère de la guerre, pour montrer que c'est ainsi qu'il pèse sur le devenir des relations internationales, par la menace, par la potentialité de la guerre qui serait menée par le pays qui est la première puissance militaire au monde. Je vous rappelle que le budget annuel des dépenses militaires des États-Unis, c'est environ 1000 milliards de dollars, loin devant le second, qui est la Chine, avec 300 milliards de dollars. Donc, montrer sa force pour démontrer que America is great again et pour démontrer que la force états-unienne est incontournable quand il s'agit de construire un ordre international. Seulement le problème, c'est qu'on ne connaît pas de paix par la force, ça n'existe pas. La base de la paix, c'est le respect et c'est la coexistence. Ou plus exactement, c'est la coexistence qui implique le respect et la reconnaissance de l'autre. Mais ne dit-on pas qu'il faut faire la guerre pour avoir la paix? Oui, c'est une formule stupide. C'est une formule stupide parce que moi, je vais vous en donner une autre que je vous offre comme un scoop. Si tu veux faire la paix, prépare la paix. C'est-à-dire que notre culture et les Euro-Américains sont vraiment responsables de la chose. C'est de considérer que la guerre est au centre des relations internationales. Parce que la guerre a rendu énormément de services dans l'histoire euro-américaine, a permis de construire les États, de lever l'impôt, de contrôler la population, de la mobiliser. Et cette guerre est devenue, je dirais, la magie permanente du système international. Et ça marchait. Pendant des siècles et des siècles, la guerre a dessiné les contours des États, a construit la carte politique du monde et a réglé les différends entre États. Aujourd'hui, et depuis 1945, à part les guerres de décolonisation, quelles sont les guerres qui ont permis de déboucher sur un ordre international renouvelé et consolidé? Ça n'existe pas. Regardez la guerre du Vietnam, regardez la guerre d'Irak, regardez la guerre d'Afghanistan, regardez la guerre de Somalie, regardez tous ces conflits israélo-palestiniens, regardez comment Israël s'est construite en puissance militaire supérieure à celle de tous les États de la région, mais n'a jamais pu venir à bout de l'âme de résistance du peuple palestinien. Ça veut dire que Trump, prix Nobel de la paix, ça vous aurait choqué? Ah, Ou est-ce que vous vous y attendez un peu? je serais tombé de ma chaise et je me serais fait très mal parce que je serais tombé de très haut. Un homme qui injurie le multilatéralisme, un homme qui méprise la question déterminante de la paix de demain, qui est la question climatique, un homme qui considère qu'il n'y a pas de risque sanitaire ou épidémique qui pèse sur le monde, un homme qui se permet de supprimer l'USAID, c'est-à-dire les politiques d'aide au développement, ce qui condamne d'ici 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, à mort 14 millions d'humains par défaut d'aide liée à la suppression de ces crédits, ne peut pas être un homme de paix. Mais certains diront que la déception n'était pas très loin, puisque le prix Nobel de la paix a été attribué à la chef de l'opposition vénézuélienne, très proche des thèses américaines, et qui a dédié son prix Nobel de la paix à Donald Trump.
Oui, c'était très étrange et je suis là aussi tombé de ma chaise. Vous avez eu un peu moins mal, je pense, que si c'était avec Trump. Voilà, je suis tombé d'un petit peu moins haut, donc je me suis fait un peu moins mal. Mais je pense que le jury du prix Nobel s'est déconsidéré. Et c'est terrible parce que le prix Nobel de la paix, d'abord, a récompensé des institutions ou des humains qui le méritaient. Hein. Je pense par exemple quand on a attribué le prix Nobel de la paix au Programme alimentaire mondial qui a sauvé tellement de vies À humaines. l'ONU, à la Croix-Rouge, à l'AIEA, Oui, à absolument. l'UNICEF, oui, À Médecins sans frontières, aussi. à ces ONG courageuses. Quand je pense qu'on l'a donné à un personnage, un acteur de confrontation et un acteur qui se présente comme l'une des fans de Donald Trump, effectivement, on est désolé, c'était un triste moment. D'ailleurs, avez-vous remarqué comment très vite euh, le rideau est tombé? On n'en a pratiquement pas parlé, on n'a pratiquement pas vu cette personne, on avait honte de ce résultat. Euh, Bertrand Badi, nous célébrons les 50 ans de la démocratie espagnole, la mort du général Franco, l'arrivée au pouvoir de Juan Carlos et le début un peu du vrai conflit du Sahara occidental qui intéresse les pays du Maghreb et notamment l'Algérie avec cette fameuse résolution du 31 octobre qui fait de l'autonomie marocaine la seule base de négociation. Mais encore une fois, il y a du conditionnel dans cette résolution. Il y a aussi une certaine contradiction, j'attends votre réponse, où on parle d'autonomie, de souveraineté et en même temps on parle de solutions acceptées par les deux parties. Est-ce que vous pensez, comme le ministre algérien des Affaires étrangères qui l'a dit il y a quelques jours, qu'en fait le conflit du Sahara occidental n'est pas encore clos? Euh, je pense qu'effectivement, il y a eu une résolution du Conseil de sécurité qui était plus politique que juridique ou diplomatique. C'est-à-dire, nous sommes dans un contexte où, effectivement, beaucoup d'États siégeant aux Nations Unies avaient, pour des raisons stratégiques et politiques, besoin de satisfaire le Maroc. Et c'est la raison pour laquelle cette résolution est largement passée. Vous avez vu que, notamment, la Russie et la Chine ne s'y sont pas opposés. Il n'y a pas eu veto de leur part. 13 voix pour, 2 abstentions et une absence de vote, l'Algérie. Voilà. 11 voix pour, 2 abstentions et... ceci étant, premièrement, il est question du conditionnel, mais d'un conditionnel qui est encore plus restrictif que dans le cas que nous évoquions tout à l'heure de la Palestine, puisqu'il est question d'une solution qui pourrait être celle liée, découlant du plan marocain. Donc c'est du conditionnel. Le conditionnel ne vaut pas grand-chose du point de vue de la définition des objectifs politiques. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il est toujours fait mention de l'autodétermination. Et d'ailleurs, la mission des Nations Unies, la MINURSA, MINURSO, pardon, excusez-moi, la MINURSO est là pour le confirmer. C'est la mission des Nations Unies pour un référendum au Sahara occidental. Si cette mission n'a pas été dissoute par le Conseil de sécurité, ça veut dire que le référendum reste l'élément clé. Elle n'a pas été dissoute, sa mission a été prolongée de 12 mois. Voilà. Donc, la manière dont on a réagi dans certains milieux marocains était étrange. On a présenté ça comme étant, droit a été donné au Maroc. Droit a été donné à l'organisation d'un référendum, il ne faut pas l'oublier. Bon. Et de toute façon, il y a un principe de droit qui est intangible. Le principe de droit, c'est le droit des peuples à l'autodétermination. Si les Sahraouis votent pour passer sous souveraineté marocaine, il faudra respecter leur choix. S'ils votent pour être indépendants, il faudra également respecter leur choix.
à condition que ce référendum se tienne dans des conditions justes, c'est-à-dire sous une surveillance neutre. Donc, on en est toujours là. Est-ce que vous êtes d'accord avec la thèse qui dit qu'en fait, Trump s'en fout un peu de la question du Sahara occidental et qu'il y voit juste un conflit Algérie-Maroc, puisque dans une de ses interventions, son envoyé spécial Witkoff avait dit « Nous allons faire la paix entre l'Algérie et le Maroc », alors qu'il n'y a pas de guerre entre l'Algérie et le Maroc. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la solution ultime pour l'administration américaine? Mais vous savez, tout ça prend sa source dans les accords d'Abraham, qui relèvent du premier mandat de Trump, et Trump avait absolument besoin de ces accords d'Abraham. Et pour les avoir, il a donné le Sahara au Maroc, ce qui est une violation du droit, puisque le droit international, qui a été répété par bien des instances, précise très clairement que la solution ne peut être, je le disais il y a un instant, dans le référendum. Donc l'objectif trumpien, c'est ces accords d'Abraham pour montrer la capacité diplomatique des États-Unis de résoudre une situation de crise. Le reste, ce n'est pas son problème. Oserais-je hasarder l'idée que l'histoire du Sahara et son positionnement géographique sont probablement assez mal connus du président des États-Unis. Cela nous amène, Bertrand Badi, à parler de la crise algéro-française, plusieurs cycles de crise, mais le dernier cycle est dû notamment à la question du Sahara occidental et la décision du président français du 30 juillet 2024 de reconnaître que le Sahara occidental fait partie du Maroc, violant ainsi une position historiquement neutre de la France. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision française du 30 juillet 2024 ? Alors, il y a plusieurs éléments, je crois. Il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut mettre en évidence deux paramètres et les placer en regard d'un troisième. Les deux paramètres sont de tristes paramètres. C'est d'une part l'échec de la France-Afrique. Tout part de là. L'échec de la France-Afrique, c'est cette régression de l'influence française, même cette expulsion de la France de beaucoup de pays africains francophones. Et le pari d'Emmanuel Macron se trouvait dans la possibilité de rentrer, revenir en Afrique par la porte marocaine. Et effectivement, le Maroc a, ces derniers temps, par une diplomatie, une politique extrêmement active, gagné des positions à l'intérieur du continent africain. Et l'idée était de s'appuyer sur cette offensive politico-diplomatique du Maroc en Afrique pour revenir vers l'Afrique. Le deuxième paramètre est un paramètre franco-français, hélas, c'est-à-dire la question algérienne, notamment par le jeu politique de la droite et de l'extrême droite française, est devenue un enjeu de politique intérieure. Et qu'un certain nombre de partis espèrent gagner sur le marché électoral en dénonçant l'Algérie. Ce qui réveille des instincts douloureux, notamment cette vieille culture héritée du temps de l'Algérie française et ce sentiment de dépit qui a suivi l'indépendance de l'Algérie. Vous savez, tout ça n'a pas totalement disparu de l'esprit français. Et il y a un homme, l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a joué un rôle très important. Dans la dégradation des relations. Dans la dégradation des relations franco-algériennes. Et là aussi, Emmanuel Macron, menacé par une popularité en baisse, a cru pouvoir restaurer une part de sa popularité et de son influence en jouant ainsi la carte marocaine contre la carte algérienne. Et du coup, le voyage vers Rabat à l'été de l'année dernière, c'était un moyen probablement
de montrer qu'il entendait résister à la pression algérienne. Et tout ça est dommage, parce que ça va à l'encontre du troisième paramètre, c'est-à-dire la France a toujours été le pays du droit international. C'est quand même en France que se sont révélés de grands juristes internationaux, et qu'en droit international, il y a une seule posture possible face à la question sahraoui, c'est la posture de l'autodétermination. Et donc, vous voyez, c'est des intérêts stratégiques, mon premier paramètre, des intérêts politiques intérieurs, deuxième paramètre, qui sont venus annuler le paramètre juridique était mon troisième. Est-ce que vous pensez que le départ de Bruno Retailleau du gouvernement français a favorisé ce rapprochement entre les deux pays qui a notamment mené à la grâce présidentielle accordée à l'écrivain algérien Boualem Sansal? Est-ce que vous considérez qu'il y a eu plusieurs paramètres, dont le départ du ministre de l'Intérieur, pour arriver à ce dégel entre les deux pays? Alors, la tension a baissé d'un cran, incontestablement. Et ça, il faut s'en féliciter. Moi, je suis un ami profond, je dirais, du peuple algérien, de la société algérienne, c'est un pays que j'aime beaucoup. Donc j'étais heureux de voir une légère détente se faire. Mais je pense que rien n'est réglé. Hélas, hélas, rien n'est réglé. D'abord, la libération de Boualem Sansal a été gérée d'une manière très révélatrice, c'est-à-dire c'est pour répondre à la demande du gouvernement allemand et non du gouvernement français que l'écrivain franco-algérien a été libéré. C'est quand même le signe que nous ne sommes pas revenus à l'état d'euphorie que l'on pouvait escompter. Deuxième élément, même s'il y a eu cette libération, les dossiers de fond demeurent. Il y a toujours la question du Sahara, et à mon avis, tant qu'il n'y aura pas de clarification, les choses ne risquent pas de s'arranger dans les rapports bilatéraux entre Paris et Alger. Deuxièmement, l'Assemblée nationale, à une voix près, a voté une recommandation, puisqu'elle ne peut pas décider de, mais a recommandé que l'on abroge les accords de 1968, les accords franco-algériens. Alors, ceux-ci, ils ont besoin d'être repensés, bien sûr. C'est, je crois, le président algérien lui-même qui parlait d'une coquille vide à propos de ces accords. Il faut les reconstruire. Une demande d'abrogation, c'est beaucoup plus violent, et surtout quand on sait que la résolution venait de l'extrême droite, du Front National, devenu entre-temps Rassemblement National, mais c'est la même chose. Donc ça, c'est encore une épine qui est bien solidement dans le pied des rapports franco-algériens. Et puis, je dirais, il y a l'évolution même des relations économiques franco-algériennes, qui n'est pas une évolution extrêmement favorable. Il y a également cette gestion très maladroite de la question mémorielle. On était bien parti d'un certain point de vue, et puis tout a été gâché par des phrases malheureuses, que l'Algérie n'existerait pas avant la Oui, c'est une colonisation. déclaration d'Emmanuel Macron, mais ça avait commencé avec la phrase d'Emmanuel Macron avant son élection, quand il a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Alors, c'est pour ça que je disais que ça commençait bien. Et puis après, il y a eu cette phrase sur l'Algérie qui n'existait pas avant la colonisation. Là aussi, je suis tombé de ma chaise. Et puis, cette autre phrase qui présentait la douloureuse guerre d'indépendance comme source d'une rente mémorielle. Je crois qu'on n'aurait pas beaucoup aimé qu'on dise en France que la résistance française a permis une rente mémorielle à ses successeurs. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup d'incompréhension. Est-ce que vous continuez à penser, ou est-ce que vous pensez, Bertrand Badi, que les responsables français ne connaissent pas encore l'Algérie, ne connaissent pas encore bien l'Algérie? C'est ce qui mène à une grande incompréhension, comme vous le dites. Je crois qu'ils connaissent l'Algérie à travers la France, alors qu'il faut apprendre à connaître l'Algérie à travers l'Algérie. Et c'est là, probablement, que le bât blesse. Euh, quand on s'approche de l'Algérie, qu'on découvre son trésor historique, culturel, social, populaire, on a une autre vision. Et lorsqu'on sait que l'une des séquences récentes de cette histoire, ça a été la Grande Souffrance,
grande souffrance de la guerre d'indépendance, avec ses répercussions en France. J'ai en tête les événements du 17 octobre Octobre 61. 1961, par exemple. On s'aperçoit à quel point il est temps que l'empathie remplace l'arrogance. Il y a encore trop d'arrogance et pas assez d'empathie. Et il faut que nos amis algériens, évidemment, nous aident à passer de l'arrogance à l'empathie et en tendant la main au peuple français. Et bon, moi, je suis très heureux de pouvoir souvent m'exprimer à la radio algérienne, à parler, échanger avec mes collègues algériens. Il faut que tout ça s'amplifie, parce que sinon, j'ai peur qu'on aille vers l'irréparable. Bertrand Badzi, professeur à Sciences Po Paris et spécialiste en relations internationales, merci d'avoir été l'invité de One to One. Merci à vous et à la semaine prochaine.